Bonjour à tous. Si vous saviez à quel point j'avais hâte de faire l'annonce que je m'apprête à faire, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, que même Doc Mayou ne le sait pas. Je vous laisse vous connecter. Bonjour Doc Mayou. Oui, José, les abonnés, bienvenue. Oui, connectez-vous, connectez-vous. Moi, je me prépare. Jean-François aussi se prépare. On va attendre que les gens soient connectés parce qu'on va faire ça simultané. Alors, là, attendez un petit peu. Il y a de la moitié du monde d'arriver. Je vous fais languir, hein, vous ne savez pas. Vous devez vous en douter un petit peu. Vous devez vous en douter un petit peu. Aucune idée. Et pendant que je vous fais languir, ben c'est ça. Réservez vos places pour pouvoir nous parler. Vous êtes totalement les bienvenus, évidemment, pour ce sujet libre et sans tabou. Bon. José, parlant de... En attendant ton annonce faite à Marie. Oui. Sujet libre et sans tabou, chers abonnés, c'est relativement précaire. Surtout lorsque j'apprends la semaine dernière que le président américain a été interdit de Twitter et de Facebook. Le président américain, il est tout de même encore en fonction. Et il a récolté aux dernières élections, il a perdu ses élections, mais il a récolté tout de même 74 millions de votes aux États-Unis d'Amérique. Alors, la censure fait des pas de géant. Là, il y a toute une série de présidents de pays dont j'aimerais connaître l'opinion, même si elle me déplaît, dont j'aimerais connaître l'opinion, qui ne pourront pas la mentionner. Ils vont être interdits de s'exprimer sur Twitter et sur Facebook. Quelque chose qui est pas normal le point est très intéressant. Comment vous voulez qu'on connaisse la vraie personnalité si on ne peut pas les lire? Tu sais, c'est ridicule, là. Alors, moi, j'aime autant savoir à qui que j'ai affaire, là. On est deux. Nous sommes deux. Alors, sujet libre et sans tabou, les amis, ne prenez surtout pas ça pour acquis. Okay. Profitez-en tandis que ça passe. Exactement. Bon, alors, roulement de tambour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, à partir de maintenant, vous pouvez vous procurer les T-shirts du Doc Mayou et José. Et on a même fait faire des tasses. Alors, je vous voyais prendre votre thé ou votre tisane ou votre café. Fait que vous allez avoir votre bon café maintenant dans une belle tasse. Et la phrase qui a été choisie, je la trouve parfaite. Puis là, c'est un premier essai. Si ça pogne, on va en refaire d'autres avec d'autres phrases, etc. Mais là, c'est aller réfléchir. Donc, voilà. Et quelle bonne question. Comment se le procurer? Tout d'abord, je veux remettre à César ce qui appartient à César. Jean-Rémy Marceau, c'est lui qui nous a contactés pour nous proposer de s'occuper de tout ça. Jean-François lui a fourni le design, le graphisme, etc. Et je veux, pour remercier Jean-Rémy, je vais dire c'est qui exactement. Lui, c'est Mélogie Musicraft. Okay? Ça, c'est une compagnie qui se spécialise dans la marchandise promotionnelle comme impression de T-shirts, des pages, des CD, DVD, etc. Il offre des forfaits d'abonnement mensuel qui permet au groupe de musique sans contre-disque d'être supporté par eux. Fait que c'est très dans le domaine de la musique. Donc, boutique en ligne, production de la marchandise sous forme de précommande, vente et envoi, on va venir par le dire. Ce qui fait en sorte qu'on n'a aucun risque à prendre. Comme on fonctionne avec Jean-Rémy, c'est que nous autres, on n'a pas eu à prendre le risque d'investir. Je t'achète 100 T-shirts, puis s'ils ne se vendent pas tous, on est pogné avec ça. Fait que lui, il fonctionne en précommande. Fait que c'est ça sa force de son entreprise. Donc, Jean-Rémy, merci beaucoup. Mélogie Musicraft. Et là, sur la page Facebook du Doc Mayou et José, sur le groupe Facebook, le Doc Mayou et José, vous allez avoir le lien pour pouvoir commander vos T-shirts et également tasses. Là, tantôt, le T-shirt femme n'était pas là, mais il va l'être. Là. Il y a un T-shirt pour homme puis il y a un T-shirt pour femme avec un beau V et un beau T-shirt. Donc, la précommande, on va prendre les commandes pendant 2 semaines.
Ensuite, Jean-Rémy se met à la production. OK. Et ensuite, vous allez recevoir le T-shirt. Fait que c'est de cette façon-là qu'on fonctionne pour diminuer les risques de tout le monde dans cette aventure-là. Fait que voilà. Alors, laissez-moi. J'écris à Jean-François. Est-ce que le lien est là? Il va me répondre parce qu'il m'avait dit qu'on ferait ça en simultané à 10h30. Alors, le gilet est noir. Fait qu'on, oui, gilet noir. OK, on me dit que le T-shirt femme est en ligne dès maintenant. Excellent. Il est très efficace en passant, Jean-Rémy. Moi, j'ai fait affaire avec lui pour mon programme Ma vie keto, puis ça va vraiment bien travailler avec lui. Je vous dis ça comme ça en passant. Fait que voilà. OK. Bon, c'est beau. J'écris à Jean-François que c'est prêt. Go. Parfait. Fait que si vous allez sur la page Facebook Le Doc Mayou et Josée ou le groupe Facebook Le Doc Mayou et Josée, vous allez avoir accès à tout ça. On veut des records. Donc, voilà. Alors, c'est le... Ah, merci pour la couleur. Bon, il y en a qui l'ont déjà vu. Si je comprends bien, vous êtes content. Excellent, excellent. OK, c'est beau. C'est beau, excellent. Fait qu'on se tient au courant de comment ça va se passer. Bon, alors, on part notre émission avec une première intervenante, Angélique. Bonjour, Angélique. Bonjour, vous deux. Oui, Angélique. C'est pas la première fois que j'appelle, mais ce matin, j'ai vraiment le cœur qui débat puis je shake parce que j'ai l'impression que je vais vraiment vous partager quelque chose d'intime. En fait, je vais commencer par la fin. J'ai pris 37 livres en 5 mois. Je suis sous escitalopram 20 mg depuis le 28 juillet. Et c'est ajouté, en fait, un mois plus tard, du Remeron, donc de la nitrazépine à 15 mg parce que mon sommeil était vraiment rendu catastrophique. Ça, c'est la fin. Je ne sais pas si vous avez déjà des questions pour moi ou si vous voulez que je continue. Continuez. J'ai l'impression d'être en perte de contrôle dans mon alimentation et dans mon poids. C'est la première fois de ma vie que je me rends à ce poids-là. Oui. Il y a un sentiment de honte. Pourtant, je ne regrette pas d'avoir commencé la médication parce que mon anxiété était rendue vraiment trop pressante. Ça ne fonctionnait plus. En fait, j'avais l'impression que j'allais perdre pied. Je n'avais plus d'énergie. Ça ne fonctionnait plus pour moi. Donc, la médication, je pense qu'elle a vraiment eu un bon effet sur mon anxiété. D'ailleurs, en fait, moi, mon anxiété, ce qu'elle avait comme conséquence, c'est qu'elle me donnait de la nausée. Donc, c'est sûr que je mangeais moins puisque j'avais une nausée. Et avec les citalopram, ma nausée a disparu. Et donc, la faim est revenue. Et en fait, non seulement elle est revenue, mais je n'arrive plus à savoir quand est-ce que j'ai plus faim. J'ai faim tout le temps. J'ai tout le temps envie de manger. Et en fait, j'ai même, je vous dirais, presque de la compulsion alimentaire parce que ce n'est pas seulement... vous parlez souvent de pain, pâtes, patates. Vous savez, moi, les règles de diététique, je les connais sur le bout des doigts. Je n'ai pas besoin qu'on me les dise parce que même de la bouffe santé, admettons, je me dis là, je me reprends en main, je me fais de la bouffe santé, je me fais des plats et je peux en manger 4-5 de suite parce que j'ai le goût d'en manger beaucoup. Et puis, j'ai comme un sentiment de honte après. Donc, je suis mitigée. Je me dis, bon, ça contrôle mon anxiété, je suis mieux. Mais en même temps, j'ai pris du poids qui fait que ça ne fonctionne pas pour moi. Je n'aime pas ça du tout. Je ne suis pas bien là-dedans. Angélique, pouvez-vous prétendre que vous allez mieux alors que vous mangez 4-5 assiettes de suite? Racontez-nous ça. Ben, j'ai pu les peurs que j'avais avant ont disparu. Pour être remplacé par quoi? Ben, par rien. C'est comme un vide un peu. Je ne sais pas comment vous expliquer. On dirait qu'il n'y a plus... remplacé par rien. Dans votre discours, c'est évident. C'est remplacé par une boulimie, 4-5 assiettes de suite. Voyons. Ouais. Avez-vous partagé ça avec le médecin qui vous a prescrit les 2 antidépresseurs? Non, et je trouve ça particulier parce que on prescrit de médicaments comme ça, puis on est comme laissé à nous-mêmes. Angélique. Oui. Non, je n'ai pas eu de suivi. Donc, je vous assure, je n'ai pas eu de suivi.
Excusez-moi, oui, je vais répondre à la question. Est-ce que j'ai partagé ma prise de poids? Non, j'ai pas, parce qu'à chaque fois, je me disais, je vais reprendre le contrôle, j'ai pas besoin de reprendre rendez-vous, je vais prendre le contrôle, mais là, je vous appelle parce que le contrôle, j'arrive plus à le reprendre. Comment ça se fait que vous nous appelez, puis vous appelez pas la secrétaire du médecin qui vous a prescrit ça? OK, je vais vous dire la vérité, c'est que je suis convaincue qu'on va me dire, ben, vous savez, la prise de poids, il faut vivre avec. Ça fait partie, je suis convaincue, je vais vous rappeler, je vais prendre rendez-vous avec le médecin, vous allez voir ce qu'ils vont me dire, c'est que ça fait partie des conséquences de la médication. Peut-être que Alors, j'ai tort. lequel va devenir le pire? L'anxiété que vous aviez, l'anxiété trop pressante, ou le gain de poids? Vous êtes rendu à 40 livres, là. À 80, vous allez dire quoi? Je ne peux même pas m'imaginer de me rendre à 80 livres de prix. Là. Bon, alors parlez-nous de votre anxiété en attendant que vous contactiez Ben, votre petite famille. Votre anxiété trop pressante nous intéresse, Angélique. Oui, bon, le 28 juillet, c'est là que j'ai commencé les citalopram. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Angélique, est-ce que je vous ai demandé quand est-ce que vous avez commencé vos pelules? Non, c'est parce que je vais en venir, Doc Mayou. Comment se fait-il que quand on vous pose une question claire, vous réussissez à ne pas y répondre? Expliquez-moi ça. Je n'ai pas de réponse. Bon, alors, on a la décence de vous écouter sur votre anxiété. Vous nous parlez des pelules. Mais c'est parce que je veux vous dire à partir de quand ça a commencé. Non. Non. Parlez-nous de l'anxiété. Puis laissez faire les pelules 2 minutes, 3 minutes. C'est l'anxiété. Bon, mon anxiété, comment elle s'exprime par... j'avais beaucoup de nausées, j'avais des pensées récurrentes qui revenaient sans cesse. J'avais des peurs pour l'avenir. Racontez. En fait, je vous ai parlé de cette date du 28 juillet parce qu'à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, cet été, il y a eu le meurtre de Nora. Vous vous souvenez? Oui. Ben, on dirait qu'à ce moment-là, mon anxiété, elle a comme pris le dessus avec cette histoire-là. Racontez. Je ne vous cache pas que j'ai peur un petit peu d'en parler à la radio, mais même s'il n'y a jamais rien eu, moi, j'ai toujours eu peur du père de mes enfants. Puis là, on dirait que cette histoire-là, elle est venue encore plus brasser des choses à l'intérieur que j'essayais de... Que vous essayez de quoi? Que vous avez essayé d'effacer. Oui. Et ça a marché avec les pelules, n'est-ce pas? Oui. J'y pense plus. Ben oui, Doc Mayou, je vous dis oui, je vous dis que j'y pense plus. Là, je vous en parle, mais j'y pense plus. Ben oui. Vous êtes guéri. Non, je ne suis pas guérie. Non, bien sûr que non. On vous gèle la bine, puis vous êtes contente. Non. Je vous ai jamais dit que j'étais contente. Si je vous appelle, Doc, c'est parce que j'ai besoin d'aide. J'ai toujours eu peur du père de mes enfants. Racontez. Ben, finalement, en fait, malheureusement, je n'ai pas grand-chose à vous raconter de tangible. C'est toute... c'est une intuition, une impression, que je me suis déjà sentie en danger avec lui sans que j'ai eu de coups, sans que... C'est quelqu'un que je trouve instable psychologiquement, mais je ne peux pas vous dire exactement pourquoi. C'est un ressenti. Vous avez quel âge? 38. Et c'est arrivé il y a combien d'années, la sensation, l'intuition de danger, le pressenti de danger du gars? Vous allez rire, mais c'est à la première semaine, je suis restée pourtant des années avec lui, mais à la première semaine où je l'ai rencontré, déjà, j'ai eu comme un feeling. Mais je suis passée tout droit. Mais c'est à ma séparation aussi, après que j'ai vu une partie de lui qui m'a fait peur, une grande partie, beaucoup de mensonges, des choses que je ne connaissais pas de lui, etc. Donc, ça m'a fait peur. Ça m'a fait vraiment peur de voir que finalement, cette personne-là, je ne la connaissais pas du tout. 38 ans, dites-vous.
Oui, Première semaine où vous l'avez rencontré, vous aviez quel âge? 19 ans. Ça fait 21 ans de ça. Ouais. Hein? Première semaine où je l'ai rencontré. Racontez-nous. Mais il n'y a rien, c'est un gars. Non, mais hey, Mais écoutez, vous n'avez pas affaire à des imbéciles, là. je sais, Doc, mais je vous le dis, au prime abord, je ne peux pas vous mettre des mots Qu'est-ce qui dessus. vous a amené à la première semaine ou après une semaine de rencontre de l'individu, vous avez 19 ans, puis vous sentez un danger? Racontez. Puis venez pas nous dire niaiseusement qu'il n'y a rien. Voyons, Ce qui dégageait, Doc, on n'est pas imbécile, puis vous ne l'êtes pas non plus. c'était quelque chose qui dégageait. C'était le gars qui avait presque 10 ans plus que moi, qui quitte l'autre côté de l'océan pour venir me voir après seulement avoir échangé quelques courriels. Il y a quelque chose en partie à l'intérieur de moi qui me disait ah, c'est beau, c'est waouh, quelqu'un qui vient, qui traverse l'océan pour venir me voir. On a échangé seulement quelques photos, quelques courriels, mais en même temps, au fond de moi, je me disais hey, c'est intense. Alors, vous allez nous raconter comment se fait-il qu'à 19 ans, vous nous étiez si peu préparés à la vie adulte. Bon, ça, je vous ai déjà appelé. J'ai pas eu, vous m'avez dit que j'étais le fruit d'un orphelinat parental. J'étais seule, j'avais pas de ressources autour de moi. Donc, quand cette personne s'est présentée à moi, Je ne vous ai pas demandé ce que je vous ai dit. Avez-vous une pensée autonome, Angélique? Non. Le problème est là. Lorsqu'on vous demande votre opinion, on ne demande pas l'opinion de quelqu'un d'autre, puis encore moins la mienne. À 38 ans, comment expliquer que vous vous faites enfariner par un individu dont vous avez eu peur? Parce qu'il m'offrait un peu d'amour, ce que j'avais pas dans mon entourage. Là. Il m'a offert de l'attention. J'étais seule à ce moment-là, puis j'appréciais ce qu'il m'offrait. On aime votre réponse. J'étais seule à ce moment-là. Depuis combien d'années, à 19 ans, vous étiez seule? Depuis toujours. Bon, merci. Ben oui, mais Angélique. Oui, mais ça, je le sais, Doc. Je le sais. Que vous avez la bine gelée par les pelules, mais... Si vous arrivez au moins encore à me faire rire, je dois pas être si gelée que ça. C'est parce que je sais en partie tout ce que vous me dites. Je suis seule depuis toujours. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Oui, vous savez tout. Je le sais que vous savez tout. Vous êtes une femme. Mais... Une femme, ça sait tout. C'est quoi qui se passe ce matin, là? Les généralisations. Ça pense que ça sait tous. Vous êtes une femme. On vous laisse aller. Vous avez vos raisons d'être direct avec Angélique, j'en suis certaine. On ne généralisera pas, là. Défendez votre point de vue, Angélique. Écoutez, c'est ça. J'ai pas grand-chose à rajouter, que j'étais seule. Je suis tombée sur ce gars-là, puis il ressemblait comme 2 gouttes d'eau à ma mère. Après, ben ça, je l'ai su par la suite. Là. Même tempérament, même façon, j'allais dire même façon d'aimer, mais je vais me faire ramasser. Il avait la même façon de... C'était du connu pour moi. C'était du connu, ce gars-là, son tempérament, sa façon d'être. C'était du connu pour moi, même si c'était déviant. Ben, c'était du connu, tout simplement. Et je n'ai pas d'autre chose à rajouter que c'était du connu, c'était confortable. Non, attendez un peu, là. Oui. Écoutez, les histoires de mettre des points un peu trop vite, là, j'ai rien d'autre à rajouter. Oui, il y a beaucoup à rajouter. Ce gars-là, au prime abord, Doc Mayou, c'est le gars parfait. Il ne fume pas, il ne boit pas, il ne joue pas, il gère bien son argent. C'est le monsieur parfait. C'est le monsieur parfait. Oui? Oui, il est parfait. Mais après une semaine, il vous a fait peur. Donc, il n'était pas si parfait que ça. Non, parce qu'en fait, j'ai vu qu'il y avait comme une espèce de dissonance entre le gars quand on sortait puis le gars quand les portes du logement se fermaient. Il devenait comme un peu plus froid. Ses traits de visage sont... comme je vous dis, il n'y a pas vraiment de situation bien spécifique parce que ça s'est bien passé au début, mais c'était, comme je voyais, comme une différence, une froideur. Il était... face au monde, il était plus sociable, plus souriant. Et puis, quand on était juste 2, il était plus froid. C'était une façade, en fait, un peu, je le répète, un peu comme ma mère, en fait.
C'était une façade. Puis, c'est ça. Mais là, on s'éloigne. Combien d'enfants avec lui? 2. 2. Ils ont quel âge maintenant? 7 ans et 5 ans. Est-ce qu'il est retourné en Europe ou s'il est ici? Non, moi, j'étais en Europe et c'est moi qui suis venue habiter ici. Et lui, habite où? À 2 rues de chez moi. Non, OK, il est très proche de chez vous. Moi, très proche de chez moi. Bon, il va falloir faire attention pour pas que ce soit identifiable, là. Ah boy! Le monde est petit. Pourquoi vous dites le monde est petit? Écoutez, c'est évident. Vous avez un accent identifiable, 38 ans, un accent très facilement identifiable. Et là, vous avez 2 enfants de 7 et 5 ans. Oui. Lorsque vous avez consulté le médecin, supposément que votre anxiété est trop pressante et vos nausées, est-ce que vous avez parlé au médecin de ce qui vous concernait, de ce qui avait provoqué cette anxiété-là? Oui, et à la base, en fait, oui, je lui en ai parlé. Dans son bureau, je lui ai dit que j'avais peur du père de mes enfants. Et la même chose, elle m'a dit pourquoi. Est-ce qu'il y a des événements concrets, tangibles que tu pourrais me dire? Pourquoi tu as peur? Et j'ai rien su dire. Puisque c'est un père parfait. En façade. Et même, je vous dirais, tant que mes enfants sont petits, je ne suis pas inquiète. En fait, j'ai peur à partir du moment où mes enfants vont s'individualiser. Je ne sais pas Angélique, si vous me permettez, Doc, j'aimerais ça juste aller plus loin là-dedans. Oui. Y a-tu déjà, premièrement, la garde, là, ça ressemble à quoi? Est-ce que les enfants le voient souvent? Comment ça se passe? Oui, on est partagé, mais c'est un horaire, étant donné qu'on reste proche, c'est un horaire de 2-3, on va dire. C'est comme une semaine, mais on reste jamais une semaine sans les voir. Ouais. OK. Puis, quand vous parlez de peur, c'est une peur physique qui attaque physiquement vos enfants ou plutôt moralement, mentalement? J'ai ces 2 peurs-là. Il y en a une que je me dis, la probabilité que ça arrive est infime, mais elle est existante. Angélique, Angélique, je vais devoir intervenir. Oui, excusez. Vous êtes trop facilement identifiable. OK, oui. Alors, vous allez retourner voir votre médecin de famille, là, puis vous allez lui faire part de certaines choses, d'accord? Mais est-ce que je continue la médication ou? Angélique, vous allez retourner voir le médecin de famille et vous allez demander d'avoir une demi-heure avec elle. D'accord. Pas 3 heures, une demi-heure. Pas 3 minutes. OK? OK. Bye. Merci. Angélique. Parce que Josée, elle est très facilement identifiable, cette femme-là. Son accent, son âge, n'importe qui la connaît va l'identifier, puis il peut appeler le père des enfants et ça peut jouer contre elle énormément. Moi, je voulais juste savoir si c'était une peur réelle ou une peur créée, là. Josée. J'arrête là. Oui, on n'a pas le choix. Crois-moi. Parfait. C'est rare que je te. C'est rare oui, c'est correct. Ça, mais fais-moi confiance, là. Ben, tout à fait. Ça, je vous fais confiance. J'ai assez agi comme expert pour savoir quand est-ce m'arrêter parce que ça va jouer contre elle. OK. Je ne vous dirai pas toutes les ins and outs auxquelles j'ai été confronté, tous les tenants et aboutissants auxquels j'ai été confronté dans ma carrière, mais j'ai tout vu ça. OK. Alors, les enregistrements sont faciles à obtenir de notre émission et j'apprécie en passant, c'est une bonne chose parce que les intervenants vont se sentir en sécurité en nous téléphonant. Vous connaissez votre ou arrêter ou continuer. Alors, on va parler avec Éric. Bonjour. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Très bien. OK, cool, parfait. Je veux savoir, allez-vous mettre le visage du doc, ce chandail? Bien, l'avez-vous vu le lien? Pas encore, malheureusement. Là.
OK, parce que il y a la phrase, après ça, vous allez pouvoir avoir comme le logo, là, mais il n'y a pas le visage en tant que tel. OK. Puis Parfait. premièrement, graphiquement parlant, le gilet Ouais. coûterait 50$. Mettre, Je en tout cas. paye, moi, 50$. OK. Et Éric, savez-vous quoi? Pendant que vous posez la question, je vais répondre à une autre, parce qu'il y a quelqu'un qui voulait savoir sont-tu fait grand. Quand vous cliquez sur l'image, il y a toutes les grandeurs. Là. Ça va tout être écrit, là, tant de pouces, tant de... Fait que vous allez pouvoir vous mesurer. OK, parfait. Alors, aujourd'hui, moi, j'appelais pour dénoncer quelques hontes de la part de ma génitrice que j'ai vécues. Je n'ai 4, c'est bien simple, là, c'est pas long. Dans le fond, je l'ai compté quelques... C'est ça, d'affaires. Elle prenait des fois le cocombe, puis quand elle prenait un cocombe, puis tu sais, elle commençait à faire une râpe par-dessus, là. Puis elle faisait semblant de se le faire pénétrer ou de se masturber avec le cocombe, tout en faisant des bruits de jouissance. Alors ça, c'est une des premières hontes que Dans quel en plus, devant contexte mes qu'elle amis, là. faisait ça, Éric? Hein? Dans quel contexte qu'elle faisait ça? En prenant un cocombe, tout simplement. Devant vous, devant d'autres personnes? Ouais, et mes amis, à l'âge de... On avait comme peut-être 10 ans, là. J'ai des amis, c'est pour ça que je dis une honte, parce que c'était face à des amis que j'avais invités à la maison, là. OK. OK, ça. Ensuite, une des prochaines, quand on était avec mes amis dans la chambre, elle allumait toujours sa radio, genre pour écouter du gros Ginette Renault, puis elle portait toujours une robe, hein. Puis elle dansait, genre, puis elle levait sa jupe, puis on voyait tout son poil pubien, on voyait ses fesses, puis elle était laide, hein. Fait c'était pas super intéressant non plus. Fait ça, c'est une autre honte. Puis elle faisait ça devant des amis encore. Ça, c'est une autre honte que je l'ai dénoncée. Je l'ai dénoncé parce que c'est assez spécial, là. Un autre honte tout qu'on vivait, quand ma soeur invitait une amie, c'était une chinoise, puis à chaque fois que la chinoise venait à la maison, elle achetait toujours un gros sac de guimauve, elle l'obligeait à le manger au complet, ou sinon elle ne pouvait pas partir. Puis je me souviens, elle pleurait, puis elle mangeait son sac de guimauve, là, pauvre fille, là. C'est assez spécial, là. Ça, c'est une autre honte que j'ai vécue. Et j'en ai une dernière aussi, c'est quand j'allais, on était une game de hockey, dans le temps, c'était le Canadien de Montréal avait piqué Subban dans ce temps-là. Puis, c'est bien beau, c'est au centre Canadian Tire, puis il y a beaucoup d'anglais, mais quand anyway, il a pogné une pénalité, Piqué Souban, là, puis elle a crié « Retourne dans ta cage, mon singe ». Puis on avait un ami qui venait du Burundi qu'on avait invité cette journée-là. Puis c'était un noir, fait que on s'entend-tu que le noir était pas bien avec nous autres, là, cette journée-là, là, quand elle a crié ça devant tout le monde, là. C'était assez honteux. Ça, c'est des hontes que je l'ai dénoncées aujourd'hui. C'est ça. Quel âge avez-vous, Éric? Moi, présentement, j'ai 24 dans 4 jours. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Agent de sécurité, cuisinier. Ben, c'est ça, là. J'ai pas beaucoup d'études, là, mais... Est-ce qu'on doit vous croire? Me croire? Ben là, c'est des faits vécus. Ou si vous êtes un plaisantin? Non, du tout. Pas tout. Non. J'appelle souvent, là. C'est pas parce que vous appelez souvent qu'on doit vous croire. Ah, OK. Ben, j'ai une témoin à l'arrêt de moi, puis c'est ma soeur. Ouais, fait que non, c'est pas des plaisanteries, c'est vraiment vrai. Je suis très sérieux. Passez-nous votre sœur. Pardon? Passez-nous votre sœur. Daphné? Doc Mayou? Oui. Ben, écoutez, c'est vrai que les choses que mon frère vient de dire se sont réellement produites. J'ai par contre l'impression, puis là, je risque de fâcher un peu mon frère, qu'il a peut-être exagéré certains événements. Style la robe, le poil pubien, puis les fesses sont OK. On pouvait entrevoir. Elle exagérait ses danses et tout, et c'était très gênant. T'as déjà vu Daphné quand elle levait sa robe? Là? Arrête, toi, là. Ah, je sais, mais comme j'ai l'impression qu'il amplifie certaines choses. Daphné, je suis d'accord avec vous. Il en met un peu plus que le client demande, n'est-ce pas? Moi, je suis pas d'accord. Il y a des événements qui sont arrivés. Votre mère simulait de se masturber avec un cocombe enveloppé. Oui, elle ne se masturbait pas avec le cocombe, là, comme elle ne se le rentrait pas devant les autres, mais elle était OK. Puis elle ne rentrait pas ça en dessous de sa jupe non plus, là, mais quand même, elle montrait le cocombe, puis elle pouvait faire des sons, effectivement, pour se montrer un peu intéressante. Oui, bon, disons qu'on est dans la nuance, Éric. OK. Mes yeux, c'est pas comme ça. OK. Effectivement, très gênant. L'histoire des moshmolos, effectivement, mon amie qui était chinoise alors que j'étais au primaire, ça y est arrivé peut-être 2 fois qu'elle avait fait ça, puis elle l'avait empêché de partir.
Elle nous obligeait parfois à manger des repas alors que c'était vraiment dégueulasse. Est-ce que votre mère prenait des pilules, de la dope ou quoi que ce soit? Non, elle n'a jamais consommé de pilules ou d'alcool ou quoi que ce soit. Non. Même elle ne prenait pas ses pilules non plus là, pour sa santé mentale parce qu'elle a Oh, quel genre de pilule qu'on lui aurait prescrit pour sa santé mentale? lithium. OK. C'est une femme qui aurait déjà été psychotique? Oui, elle a déjà fait des phases psychotiques à certains moments. Bon, ben écoutez. Fait qu'Éric, vous aviez omis de nous dire que votre mère pouvait avoir une maladie du psychisme, une maladie psychiatrique. Mais je pense qu'on avait déjà parlé. Daphné l'avait déjà appelé, là. Elle en avait parlé. Ah, OK. Bien, Ouais. c'est important, lorsque vous présentez Ouais, vos c'est vrai. hontes face à votre génitrice, que vous nous informiez qu'elle a déjà été internée en psychiatrie? L'as-tu été, Daphné? Peut-être comme à niveau 1 ou 2 journées pour une crise suicidaire, mais pas à ma connaissance, non. Mais elle avait été vue en psychiatrie. C'est ça qu'on doit comprendre? Ouais, Et des psychotropes prescrits. oui. Alors, c'est-à-dire des médicaments qui peuvent influencer le système psychique. Mais merci beaucoup, Éric et Daphné, d'avoir précisé, nuancé. Oui. Ben, ça a l'air exagéré quand je le disais, tout ça, mais j'ai été témoin de choses, puis ce que je dis. Alors, Éric, vous allez nous expliquer rapidement comment se fait-il que vous avez tendance à faire votre gonzesse et à exagérer les choses? J'ai pas exagéré. C'est ce que j'ai vu. Ouais, vous en avez mis un peu plus. On est d'accord avec À la Daphné. façon de compter mon histoire, OK. Mais ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai vu. Ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai vu. Oui, oui. Elle ouvrait les jambes un peu, c'est assez différent de lever la jupe au complet. Puis... Ouais, OK. j'ai vu ses bobettes, j'ai vu ses fesses, moi. Oui, C'est pas intéressant. Oui, ça peut arriver. Hey, je peux juste cacher quelque chose pour une auditrice, la madame Isabelle, là. Si jamais je pourrais donner un petit conseil, tu sais, Google Traduction, si elle veut écrire tout ce qu'elle a à dire avec point d'exclamation et point et tout, en plus, après ça, elle peut peser ce petit speaker. La madame, elle parle super bien à la madame sur Google Traduction. Si jamais ça peut l'aider, je peux rajouter ça. Eric, on vous remercie pour votre conseil. Merci. Ça me surprendrait qu'elle soit adéquate dans les circonstances. Parfait. Un gros merci. Bye. Merci, Bye. Daphné, pour les précisions. Okay. Bye. OK. On poursuit. D'ailleurs, Isabelle va nous parler après Chris. Bonjour, Chris. Vous la parole? Oui. Oui, bonjour. Oui, excusez, parce que je suis nouveau, fait que c'est pour ça que j'avais un Bienvenue. petit peu de difficulté. Je voulais te remercier, entre autres, José. C'est en partie grâce à toi si je suis abonné. Tu te rappelles, voilà une couple de jours, je pense que tu avais dit « Abonnez-vous, là, c'est le mois le meilleur pour s'abonner. » Ben, je me suis abonné pour 1 an. Ah, c'est dans Belfort. Bienvenue. Fait que c'est cool. Fait que aussi, une dernière petite précision avant de continuer. Je suis une personne non-voyante. Fait que désolé si je suis un peu lent des fois sur le Zoom à attraper le micro ou les chats ou peu importe, mais je voulais juste faire la précision comme ça porte Bien pas. correct. Super. Donc, Aveugle de naissance ou devenu aveugle suite à une maladie ou un accident? devenu aveugle suite à une opération que j'ai eue dans le passé. Une opération pour? Opération pour le glaucome. Puis c'est ça qui est arrivé. Dans le fond, ils ont opéré pour le glaucome. Ben, dans le fond, on va reculer un peu en même temps, ça va pouvoir répondre à la question que j'ai à vous poser, Dr. Mayou. Ouais. J'ai été opéré à l'âge de 5 mois pour les cataractes des 2 yeux. Ensuite, ils ont découvert un glaucome. Après ça, ils ont opéré pour le glaucome, j'avais environ 9-10 ans. Oui. Puis j'ai perdu l'usage de l'œil gauche. La rétine a décollé. Excusez, la rétine a décollé dans l'œil gauche. Fait que j'ai jamais vu dans ma vie bien plus que 10 Ça représente environ ce que quelqu'un peut voir, mettons, à 100 pieds. Ben moi, il fallait que je sois à peu près à 7-10 pieds pour pouvoir voir, dans le fond, là, si on veut, pas correctement, disons. Là. Fait que c'est ça. Vous avez un problème oculaire de naissance. Oui. À 5 mois, vous avez été opéré pour des cataractes? Oui. Eh boy. Oui, allez-y, continuez.
Chris. Bon, fait que c'est ça. Fait que j'ai perdu l'usage de l'œil gauche Ouais. autour de 9-10 ans. Ensuite, comme je dis, j'ai toujours vu, mais jamais à du 100%. Oui. Puis, Oui. Pardon? OK. Oui, allez-y, continuez. OK. Bon, après ça, à l'âge de 19 ans, j'ai eu le médecin. En tout cas, c'est ce qui a toujours diagnostiqué. Fait que je rapporte ce qu'on me dit. À l'âge de 19 ans environ, il m'a dit que j'avais de l'eau dans ma cornée, l'œil droit qui me restait à avoir. Fait que j'avais comme la cornée un peu opacifiée, je voyais flou, puis c'était embrouillé. Fait qu'il m'a donné comme une espèce de crème qui s'appelle le Muro 128. Fait que je prenais une crème, puis il m'avait dit bon, ben là, on peut t'opérer pour la cornée ou on peut attendre. Fait que j'ai dit bon, OK, c'est quoi le taux de réussite? Ben, il dit si on réussit, ben c'est une chance sur 2, puis sinon, ben on ne réussit pas. Fait que je dis OK, mais si on réussit, c'est quoi? Je vois un peu mieux, puis si on ne réussit pas, je reste comme ça. Il dit non. Il dit si on réussit, ben tant mieux, tu vois peut-être un peu mieux. Puis si on ne réussit pas l'opération, ben tu restes aveugle. Fait que, ben pas tu restes aveugle, mais plutôt tu deviens aveugle. Fait que j'ai dit bon, ben laisse faire, tant qu'à faire une sur 2, il me reste rien qu'un œil, ça ne vaut pas la peine. Fait qu'il dit OK, tu peux t'offrir 1 mois, 6 mois, 2 ans, 4 ans, 5 ans, qu'importe, puis on verra. Puis finalement, ben, en 2010, j'ai eu un restant de cataracte qui est revenu, toujours dans l'œil droit, bien évidemment, parce que l'autre, il était comme mort. Bon, fait que, ils m'ont opéré, ils ont gratté, ils ont opéré pour la cornée. Fait que l'opération a bien réussi, le même taux de réussite, mais au moins, j'ai été chanceux, si on veut, entre guillemets, l'opération a bien réussi, mais la cornée était encore plus maganée parce que là, ils sont revenus jouer dedans, puis là, ils ont dit, ben là, on n'a plus le choix, il va falloir te faire une greffe de cornée, puis le taux de réussite, ben c'est encore une sur 2, fait qu'on va te mettre sur une liste prioritaire pour la greffe de cornée, puis 6 mois après, l'hôpital m'a appelé pour me faire... pour me dire que j'étais prête à avoir une greffe de cornée. Je l'ai eu. L'opération s'est très bien passée, mais en tout cas, pour les médecins, elle s'est bien passée. Pour moi, j'ai pas aimé bien ça que je pourrais expliquer éventuellement. Puis c'est ça. Fait que l'opération a bien réussi, mais 1 an après, j'ai eu un rejet. Puis ils ont traité pendant 1 an avec la cortisone pour la cornée et tout. Puis en 2013, ben là, j'ai perdu totalement la vue parce qu'ils ont fait une opération pour le glaucome, parce que là, ils se sont dit, on n'ira pas réopérer une autre fois pour la cornée, on ne fera pas 10, 15, 20 greffes de cornée, ça ne donne rien. Fait qu'on va essayer d'aller opérer pour le glaucome direct. Fait qu'ils ont fait une vitrectomie, puis ils ont vu qu'ils ont essayé de mettre un tube dans l'œil pour le glaucome, ce qu'ils ont réussi d'ailleurs, mais sur la table d'opération, la rétine a décollé, il y a eu une hémorragie, puis du jour au lendemain, ben, pouf, le matin, je rentre à l'hôpital, je voyais clair, il y a eu une opération chirurgie locale, fait que j'ai comme, entre guillemets, tout vu. Mais, dès qu'ils ont piqué pour l'opération, pouf, j'ai perdu la vue d'un seul coup, puis la rétine a décollé éventuellement, puis depuis 2013, je suis aveugle. Fait que grosso modo, c'est Et là, ça. vous avez quel âge, Chris? Là, j'ai 39, j'ai eu 39. 39 ans. Fait que, alors, vous appelez? Oui, vous oui, appelez c'est ça. Ma question, Dr. Mayou, c'est que j'ai vu des travailleuses sociales, j'ai vu une psychologue, puis là, ben, ça en fait 8 ans bientôt, puis j'ai de la difficulté à accepter l'aveugle en moi. Je sais qu'il y en a d'autres qui sont aveugles, je sais que, etc., mais j'ai de la difficulté, puis j'aimerais ça avoir je sais pas, des trucs, des solutions, des idées. J'ai de la difficulté à être dans mon aveugle, puis à l'accepter. Oui, mais attendez, wow, allez pas trop vite, là. C'est quoi cette affaire-là d'accepter? D'accepter que vous soyez aveugle et puis d'afficher un beau sourire? Ben, d'accepter la situation, le fait qu'on ne peut pas changer le fait en ce moment, que c'est ça qui est ça pour l'instant. Et les travailleuses sociales vous aident à quoi? Moi, vous dire que je ne l'ai pas bien aimé, la travailleuse sociale. Fait que c'est pour ça que j'ai essayé d'aller voir plus haut encore. La travailleuse sociale, elle voulait que j'y aille jouer au bowling avec les amis aveugles, puis qu'elle voulait que j'y aille m'inscrire dans des trucs de sortie, de souper, on s'en calisse de ça. Si moi, ce que je veux, c'est pas ça, là, dans le fond, que je voulais là, à l'époque. Là. Et vous, qu'est-ce que vous vouliez à l'époque? Ben moi, à l'époque, je voulais essayer de sortir le morceau que j'ai en dedans de moi, qui est j'arrive pas à accepter le fait que je suis une personne non-voyante. Je le sais qu'on peut voir avec les yeux du cœur, puis que blablabla, toutes ces maudites belles phrases.
Qui vous a vendu ça qu'on peut voir avec les yeux du cœur? C'est Jerry Boulet dans sa chanson. Moi, soit les travailleurs sociaux ou les amis cabochons alentour. Bon, c'est pas acceptable. Maintenant, parlez-nous de votre capacité de vous adapter à la cécité. L'adaptation à la cécité. Racontez-nous ça. Ben, c'est difficile un peu parce qu'il faut tout réapprendre. Que ce soit moi, j'ai comme 24 ans d'informatique, d'expérience en informatique. Puis il y en avait un qui m'avait dit Ah, je pensais que tu étais bon en informatique. Ouais, mais Chris, les yeux fermés puis les yeux ouverts, c'est pas pareil sur YouTube, là, on s'entend. Fait que il me semble que logique, mais pour ce qui est de ma réadaptabilisation, ben, c'est difficile. C'est tout un apprentissage, que ce soit justement l'informatique, faire à manger, aller marcher, regarder la télé. C'est toutes des choses difficiles qui sont difficiles à faire, puis ça me décourage, puis ça me met en tabarnak souvent. Un chien guide? Ouais, mais pour mon dire, j'ai assez de m'occuper de moi-même, puis justement, j'ai de la misère à m'occuper de moi-même, ça ne me tente pas d'avoir un chien guide, mais j'ai une canne. Fait qu'au moins, je suis correct. Au moins, je me dis, je sais que je serais vraiment à m'en occuper d'un chien guide, fait que j'en parle en pour pour faire plaisir à Jobin. Chris, vous êtes en tabarnak souvent. Oui. Pourquoi je relève ça? Peut-être parce que je l'ai mentionné plusieurs fois. Non. Vous l'avez dit une fois. Oui, moi. Je me souviens que je l'ai dit. OK? Pourquoi que j'étais en tabarnak? Non. C'est quoi l'impact? J'étais en tabarnak. Ma version à moi du tabarnak, c'est que j'étais en tabarnak parce que, ayant déjà vu, puis là, on va dire ça comme ça, entre guillemets, il me reste peut-être 60 ans à vivre, là, parce que oui, j'ai eu des idées suicidaires, bien évidemment, mais il me reste 60 ans à vivre, mettons, peu importe. Là. Fait que je me dis, hey, c'est long, là, 60 ans avec les hallucinations que j'ai, parce que je suis aveugle, mais j'ai tout le temps des hallucinations dans un œil, puis là, je me dis, je peux même plus voir la vie, je peux même plus voir la nature, je peux même plus jouer aux jeux vidéo, je peux même plus regarder une femme, je peux même plus... Ah, ben oui, ben tu peux l'entendre, puis au moins, tu as déjà vu. Mais ben oui, mais c'est ça aussi, ça me met en tabarnak aussi. Puis quand Attendez. Les propos que vous nous citez qui viennent de d'autres personnes viennent de qui? Ben, des amis, entre autres. Quand j'essaie de me confier à des amis, en pensant... Pourriez-vous demander à vos amis une chose? Se taire. Ouais. Ils alimentent le feu de la mésadaptation. Vous demandez à vos amis, lorsque vous vous confiez, je vais te parler de moi, de mon intériorité, mais tu ne dis pas un crise de mots. Est-ce que vous seriez capable de demander ça? Oui, je suis capable. Je serais capable. Bon. Deuxièmement, les hallucinations dans un œil. Racontez-nous. Ben ça, c'est bizarre. J'ai jamais rien compris. Premièrement, quand j'ai été opéré, justement, en 2013, ce qui est arrivé, j'étais couché sur la table d'opération. Chris. OK. Hallucination dans un œil. Oui. Simplement nous dire qu'est-ce que c'est pour vous les hallucinations dans un œil. Dans l'œil droit, j'ai des taches noires qui pivotent, qui bougent, et noir et blanc. Des fois, c'est tout noir, des fois, c'est orange, des fois, ça vient, ça repart, ça revient. Des fois, c'est tout brun, des fois, c'est comme des halos noirs, puis blancs, puis gris, puis toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, nommez-les, ils sont toutes là dans l'œil droit, puis l'autre œil, c'est tout noir depuis 30 ans. OK. Avez-vous discuté de ce phénomène-là avec vos ophtalmologistes? Oui, je l'ai dit à mon médecin au début. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Quelle a été sa réaction? Lui, il m'a dit « Ah, ben ça, c'est parce que vu que tu as déjà vu, puis que là, tu ne vois plus, ben c'est le cerveau qui envoie des images de flash, puis c'est aussi suite à la chirurgie. » Ben là, ça fait 8 ans. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire en médecine concernant ce pivotage de couleur, de forme? Ben, eux autres, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'il n'y a rien à faire avec ça. C'est là, c'est le cerveau qui envoie ça, puis c'est comme ça. C'est ça qu'ils ont dit. Rien à faire avec ça? Ouais. C'est juste dans un œil. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui est incessant, c'est toujours là,
ou si ça vient puis ça repart? C'est toujours là. C'est toujours dans l'œil, mais à des couleurs différentes, puis à des formes différentes, puis à des boules différentes ou des... Je ne sais pas comment l'expliquer, là, mais c'est... Non, Des fois, allez-y, prenez votre temps. Des formes ou vous dites ben, des boules? ben là, comme là, maintenant, en ce moment, là, mettons que je vous Oui. parle en ce moment, là, bon, dans mon œil droit, en bas à droite de l'œil, c'est comme tout beige, puis en haut à gauche, il y a comme un espèce de triangle en coin qui est tout noir. Puis là, c'est spoté là, puis là, ça reste comme ça, puis c'est figé. Puis des fois, ça change de forme et de position et ou de couleur. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous vous êtes adapté ou si ça vous gosse? Ben, je dirais que je me suis adapté, mais ça gosse quand même un peu. Mais au début, c'était pire. Au début, ça gossait, là, c'est sûr. Oui. Bon. Est-ce qu'il y a des choses que votre entourage pourrait faire pour vous aider, hormis se taire lorsque vous leur confiez des choses? Ah, oui, peut-être. Oui. Je pense que, simple hypothèse de ma part, ce que j'aurais besoin, c'est de discuter du fait que, tu sais, il n'y a jamais personne dans mon entourage qui m'a demandé, puis comment tu te sens toi maintenant aujourd'hui, vu que tu ne peux plus jouer aux jeux vidéo, vu que tu ne peux plus regarder une femme, vu que tu ne peux plus regarder une fleur, vu qu'il faut que tu te déplaces, mais différemment, puis que c'est plus difficile pour toi d'aller dehors, puis etc. Je pense que c'est ça que j'ai pas eu, que même les maudits travailleurs sociaux n'ont jamais pris vraiment le temps de faire. Fait que si je comprends bien, ils sont plus portés à vous dire quoi faire, quoi penser, que juste de vous écouter. Ouais, ou de freer la situation. Ben, va jouer au bowling avec des amis aveugles, là, ça va te changer les idées, puis il sort un peu, puis il assiste à des groupes à INLB, puis blablabla. Vous sentez le besoin de partager avec quelqu'un qui est capable de vous écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous? Exactement, c'est ça que j'aimerais avoir, et puis je sais que c'est ça, parce que je vous parle, là, puis tant qu'à moi, là, façon de parler, c'est une image, une métaphore, je prendrais 1000 heures avec José, justement, ou le doc, ou qu'importe, juste pour m'écouter, pour qu'on sache qu'est-ce que j'ai vécu. Parce que c'est difficile. Je suis capable de le faire, puis je vais le faire, mais il y a un bout qui n'a pas été fait. C'est ça que je veux, puis j'ai pas eu, puis je vous remercie de m'écouter en ce moment. Je vous remercie beaucoup. Ça valait d'aller au Patreon, puis m'abonner. Ça a été dur que le Christ. Ça fait 1 an que j'essaye de m'abonner. Puis j'ai de la difficulté avec le maudit cocher, les 3 serpents, 2 chevals, puis 3 caribous. Puis si vous êtes un maudit robot, puis c'est dur quand on ne voit pas. Puis il y a une différence à quand on voit. Je vous remercie. Chris, vous serez toujours le bienvenu. Bye. Bye, Chris. Bye, merci. Puis, il a raison. En passant, là, il y a un talent de raconter, Chris. Là. Il me fait rire de la façon. Et puis, je ne suis pas la seule. Là, vous voyez les gens réagir. Ça, vous savez-vous c'est de quoi qu'ils parlaient, là, les 3 caribous, les 3 aussi? Savez-vous c'est quoi qu'ils parlent? C'est pour ça que je veux le relever. Là. Quand, exemple, on va aller, on s'abonne à quelque part, puis là, ils veulent vérifier qu'on n'est pas un robot. Fait que là, exemple, ils disent cochez toutes les photos dans lesquelles vous voyez des montagnes. Bien, même quand tu vois, là, des fois, là, c'est pas évident. Puis là, il faut que tu cliques sur l'image qu'il y a une montagne, puis là, la colline, ça marche-tu? Tu sais, c'est. Puis là, des fois, il faut que tu recommences. Fait que même lui qui ne voit pas, là, ouais, je le comprends que c'est vraiment pas évident, là. Point important. S'il y avait quelqu'un près de lui de bienveillant qui pourrait l'aider dans certaines tâches bien précises, et s'il y avait quelqu'un près de lui qui pourrait simplement écouter lorsque il veut partager comment il vit les choses en dedans de lui. Je reviens là-dessus. Les conseils de travailleuse sociale, il n'a pas besoin de ça. Il a besoin d'être écouté. Chris, je ne sais pas si sûrement,
que Chris est équipé pour lire le chat là, avec la technologie d'aujourd'hui. En tout cas, vous avez une belle gang. Fait que et moi, savez-vous ce que je retiens aussi de vous, là, c'est qu'on n'est pas obligé d'accepter. Il n'est pas obligé d'accepter d'être aveugle. Il a le droit d'être en Christ, il a le droit de. On dirait que les gens qui ne savent pas quoi faire, qui ne savent pas quoi dire, au lieu de juste écouter, puis là, on le voit le besoin, là, au lieu de juste écouter, essayent de dire ben non, ça va se passer, ben non, le temps arrange les choses, ben non, regarde avec les yeux du cœur, ben non. Tu sais, c'est ça, là. On a le droit de ne pas accepter une situation. Des insignifiances qui ne font qu'augmenter sa frustration. S'il y a des travailleuses sociales à l'écoute, prenez bonne note. L'appel de Chris devrait être entendu par toutes les étudiantes en service social des universités québécoises. Apprenez, chères travailleuses sociales, à demander à quelqu'un qui est dans le besoin, est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais faire pour toi? Mesdames, puis je dis bien mesdames, parce que des hommes travailleurs sociaux, il n'en a pas près plus. Alors, mesdames les travailleuses sociales, vous posez la question et vous attendez la réponse. Isabelle, bonjour. Oui, bonjour. Mais là, je me sens mal de passer après l'autre, là. Ouf. Isabelle, c'est de la frime. Alors, vous avez quelque chose à dire, laissez faire l'autre, là. Non. Vous jouez une corde qui ne me touche pas du tout. D'accord. Le problème que vous avez, il est de taille. OK? L'histoire de vous sentir mal parce qu'il y a quelqu'un qui serait pire que vous, supposément. Alors, allez-y. Qu'est-ce que vous avez de bon à dire? D'accord, je paye sur play. Bonjour, je vais essayer de vous faire un suivi pour ma rage, là, pour qu'on trouve ça. Bon, moi, là, dans mon enfance, ben oui, je faisais des crises parce que, bon, bref, je n'étais pas dans ma vraie famille, j'ai pas de famille, oui, j'ai mon frère, mais bon, mais c'est surtout mon esti de calice de paiement que moi-même, j'accepte pas d'avoir ça. Puis à chaque fois qu'est-ce que je parle, même au primaire, même dans des... sans ouais. Ou que je parle aux gens, là, hein, j'ai tout le temps l'impression d'avoir l'air d'une esti de calice de mongole. Est-ce que j'envie le monde qui parle bien? Ça ne met pas de bon sens comment je les envie. Ça part, ça se raconte leur vie, ça arrive, ça a du fun, ça s'invite partout. Mais c'est... Moi, je parle par exemple, oh, ben là, non, mais non. Le monde, il s'en calisse de moi. Tu sais, là, puis... j'ai fait mon... primaire, mais c'est... Hein? Je voulais faire mon secondaire après, mais ça, non. Et non. Hey. Mais non. Faire ton secondaire, hein? Dans une grosse polyvalente, tu ne seras pas capable. C'est grand, ça. Il y a beaucoup de monde, là. C'est pas comme au primaire, les cours, là. Ça va vite, tu ne seras pas capable. Donc, oui. J'ai fait après secondaire, après ça, cheminement particulier continu, et cheminement particulier encore, parce que il n'y a pas école, c'était confiance en moi. Il fallait que je fasse des classes spéciales, puis c'est ça. Une classe spéciale parce que je suis spéciale, je peux pas être normale, je fais des cours normales avec. Non, c'était possible. Donc, tu fais ces cours-là pour rien. Mais oui, à
Parce que j'avais des bonnes notes, c'était tout encore la même crise de chose que je refaisais tout le temps, année après année. Ben oui. Bon, j'ai finalement fait mon seul. Bon, ça insulte, mais est-ce que je me suis fait écœurer là aussi? Et tabarnak. Bon. Et dans tes emplois aussi, est-ce que j'ai eu de la merde dans des emplois aussi? Ah, c'est tabarnak. C'est impossible pour moi que je passe pour une personne normale. C'est impossible. Asti. Et bon, regardez, hein? Je suis seul aussi dans la vie. Oui, mon frère, mais lui, on se voit jusqu'à que ça lui tente, genre aux 6 mois à peu près. Mes amis sont loin aussi, donc la chef. Je suis une crise de personne qui est seule et qui vit de la merde. Donc, oui, je rage. Ah, c'est fini. Tu sais, là, je ne suis pas normal si on veut et ça me fait chier. Là, je veux être normal comme tout le monde. Mais non, je passe tout le temps pour la crise de mon gars. Hein? Ah, c'est fini. Je suis bien. Non, ragé, non. Merci, ça m'a fait du bien. Voilà, je pense que ça fait un petit peu le tour, là. Ouais. Ouais. Vous partagez ça avec Chris. Il nous a dit qu'il était en tabarnak souvent. Ouais. Et vous, c'est l'histoire de votre vie. Vous avez quel âge? Rappelez-nous votre âge, Isabelle. 42. OK, 42 ans. Ouais. Et dans quoi vous êtes bonne? Êtes-vous bonne dans quelque chose? Ouais, ben, en informatique. En informatique, avez-vous déjà travaillé dans ce domaine-là? Ben, oui, là, un peu, là, mais pas non. Ouais. Ben, j'ai souvent des emplois avec des chances là, de placement. Donc, eux, c'est des mandats. Quand que c'est fini, ben c'est fini by full sec, là. Donc, Ouais. c'est ça, là, moi. Ça doit cash, OK, bon, mais souvent, c'est plate. Isabelle, je vais vous dire une chose. Oui. Un peu comme dans le cas de Chris, le fait d'être en tabarnak souvent ou d'être enragé en permanence peut vous empêcher de saisir des opportunités qui vous intéresseraient. Oui. Alors, j'aimerais ça que vous alliez méditer là-dessus. D'accord. Et d'un, il faut se soulager de la rage qui nous habite parce que cette rage-là est très mauvaise conseillère. Oui. Là, Les émotions fortes paralysent non seulement la raison, mais enrayent aussi le jugement. Bonne réflexion. Merci d'avoir appelé Isabelle. Pitchez-nous une vidéo un de ces jeudis. Bye. Vidéo, c'est pas disponible. Mais C'est pas un audio. Okay. Excusez-moi. Parfait. Un enregistrement. Oreille, je dis. OK. C'est bien correct. Hugo, bonjour. Bon matin. Hugo.
Est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien. Parfait. Bon, aujourd'hui, je voulais parler d'un grave problème dans la société. Là. Parce que les grosses, ils sont bien vus. Ça m'a toujours enragé. Dans le fond, parce que c'est comme une maladie. Si t'es pas en santé, puis comme là, on est en temps de COVID, puis si t'es grosse, ben, t'es à risque de mourir, tu sais. Plus à risque. Ouais, t'es plus, ouais, plus à risque. Plus à risque d'attraper et d'être sévèrement malade du COVID. Ouais, non, mais c'est grave. Mais Oui, oui, c'est sérieux. Mais juste avant, Hugo, là, j'aimerais juste ça comprendre, parce que moi, j'ai rarement vu ça. Là. Où qu'ils sont bien vus, les gros, là? Ben, partout. On dit toutes les formes, c'est beau. Les grosses. Ouais, c'est ça. Acceptez votre corps, tu sais. Oui. Ils disent que on aime les formes, tous les types de corps. Non, moi, c'est pas vrai. C'est la bullshit. Puis, il faut se dire la vérité. Mais En quoi ça vous affecte? Racontez. Ouais, c'est ça. J'essaie de trouver. en quoi ça m'affecte? Oui. Ben, ça m'affecte pas tant que ça parce que moi, je suis pas gros, puis je m'entraîne puis tout, puis je suis bien. Mais ça m'affecte dans le sens que, mettons, le monde dans ma famille qui sont peut-être obèses, ben, ils veulent pas tant changer parce qu'ils sont bien vus. Ils sont bien vus, c'est ça que j'ai de la misère à. Ben, ouais, parce que dans la société, c'est rendu accepté, gros. C'est rendu normal. On jouissent d'une immunité. Ouais. Et on s'entête, José et Hugo, on s'entête à ne pas retirer les grosses d'auprès des enfants, milieu scolaire, soins infirmiers et soins en CHSLD. On s'entête comme société à ne pas confiner les personnes gravement à risque. On s'entête à ne pas les vacciner en premier. Au même titre que le personnel de soins. C'est sûr. Ouais. C'est très sérieux. Et ce matin, il y a un article de Richard Béliveau qui dit que les grosses, vous n'êtes pas chanceuses. Vous avez un risque accru après la ménopause d'attraper un cancer du sein. 40% plus de risque. C'est énorme. Ouais. Les grosses, c'est pas vrai que c'est normal d'être grosse. Mais Hugo, qui est proche de vous et le plus gros, là? Je dirais ma soeur. Ma soeur de 12 ans. Non, 13 ans. Pèse combien? Je ne connais pas son poids, mais je dirais... À peu près. 220, mettons. Oh non, à 13 ans. Pour 5 pieds... Puis votre mère, elle? 5 pieds 7. Ma mère, ben avant, elle était, mais là, elle a perdu beaucoup de poids. Je sais pas pour quelle raison. Elle doit peser 180 pour 5 pieds 8. Ou non, 5 pieds 7. 5 pieds 7. Mais avant, elle pesait peut-être 300. Là, c'est quand même une bonne progression. Hugo, quel âge avez-vous? Moi, j'ai 19 ans. Vous avez 19 ans. Qu'est-ce que vous avez observé comme comportement typique de votre grosse-mère et de votre grosse-sœur? Ben, ils s'en vont manger au restaurant à chaque jour. Vous n'êtes pas sérieux, vous, là? C'est une niaiserie. Non, c'est pas une niaiserie. On dirait qu'ils veulent rester gros. Ils font pas d'efforts, là. C'est parce que c'est ça que je comprends pas non, aussi. Là. C'est pas dur, là, pas être gros. Là. Tu t'entraînes, tu manges bien, puis tu seras plus gros. Là. Puis il y en a beaucoup de gros dans notre société. Là. C'est un des. Et vous, comment vous expliquez? Parce que, bon, là, vous avez la même mère, là, tu sais, votre soeur. Ah ouais, ben moi, je mange pas les mêmes repas qu'eux. Là. Je me fais mon épicerie, puis je mange chanté. Là. J'ai fait mes choix. Là. Une mère obèse, c'est quoi le problème pour vous? Ça a été quoi le problème pour vous d'avoir une mère obèse? Probablement, ça a dû me causer des problèmes de santé parce que je mangeais pas bien quand j'étais jeune. Mais j'ai jamais été gros, mais j'étais pas en santé. Là. Je mangeais souvent du resto, puis
des plats congelés. Hein. Fait que la grosse faisait pas à manger. Non. Elle n'a jamais vraiment fait à manger. Elle s'est jamais tellement forcé le derrière pour vous nourrir. Quoi d'autre Non. qu'elle ne s'est pas forcé le derrière? Ben, par exemple, par rapport elle à vous? m'amenait. Moi, j'ai joué au soccer toute mon enfance. Là. J'étais quand même actif. J'étais aussi Oui. dans un programme au secondaire qu'on faisait du sport. Fait que ça l'a jamais empêché de me permettre de faire du sport. Ça, je suis content. Elle m'a pas empêché. Non, Hugo, avoir une mère qui est obèse, concrètement. Ben, c'est pas une bonne image, c'est sûr. C'est pas un bon exemple. Non, pas un bon exemple. C'est clair. Pas ça. Ouais. Allez-y. Euh, Au lieu de je sais parler de la pas. société, on va parler de vous. Alors, c'est pas un bon exemple. Elle ne cuisine pas, vous nourrit tout de travers. Continuez. Ben, ça peut me créer des problèmes de santé, là, c'est sûr. Comme quoi? Ben, comme j'avais de l'acné là, quand j'étais au secondaire, là, beaucoup Ça n'a d'acné. rien à voir avec l'alimentation, ça, malheureusement. Ben oui, ça rapporte l'alimentation. Très peu. Ben non, ben non. Plus qu'on pense. Ben oui, mais il y a J'ai fait des personnes recherches, bien- là. Ah ouais, j'ai fait mes Allez-y. recherches. Ben oui, mais il y a un paquet de monde bien nourri. Non, mais le Font beaucoup sucre, d'acné. ça amène beaucoup d'acné, pardon. Ah oui. Oui, ça peut, chez certains. Mais vous pouvez faire beaucoup d'acné et être bien alimenté. On n'a pas trouvé encore le moyen efficace d'enrayer l'acné. Ben, il y en a, mais ça fait d'autres Allez-y. problèmes. Là. Continuez. Fait que là, vous voulez que je dise quoi? Là? Ça a Votre été préoccupation? quoi? Oui, votre Ah ouais, enfant. ben c'est ça, ben, parce que le monde, c'est ça, ils deviennent pas en santé, puis c'est vu bien. C'est bien vu. Ouais. Au lieu de pointer ça du doigt, dire, tu sais, on doit changer, tu sais. Non, on dit, c'est bien, acceptez votre corps. On va vous faire du linge à votre taille. Puis, c'est ça. La diversité corporelle, on l'entend, celle-là. Ouais. Ah, mais oui, mais c'est pas vous, normal, là. Ouais, mais Hugo, on n'est pas pour leur faire porter du small, là. Tu sais, on va leur faire Mais des non, mais vêtements à leur on va taille, j'espère. non, mais pointer le problème, dites, c'est pas normal. Mais on peut quand même vous donner votre linge, mais dites pas, c'est acceptez-vous, puis tous les types de Oui. corps, c'est beau, puis c'est pas vrai. Là. C'est pas vrai. Vous avez un très bon point. Mais, Hugo, vous, dans votre cas, vous dénoncez ce problème de société. Effectivement, ça en est un. Et c'est un problème qui est croissant en Amérique du Nord. Ben Bon, oui. vous avez raison là-dessus. Maintenant, la raison pour laquelle vous le dénoncez, c'est que la grosse ou les grosses vous ont fait souffrir. Mais en fait, oh, je pense pas. Je pense plus que moi, je les vois souffrir que d'autres choses. Hugo, est-il possible que vous ayez été négligé par votre mère obèse? C'est possible, ouais. Allez, faites-vous aller. Ben, je sais pas. Parce qu'elle peut pas faire de sport avec moi. Fait Pas elle besoin. reste- Mère n'a pas besoin de faire de sport avec son fils. Mauvaise réponse. Ben, je sais pas. Pas d'énergie pour rien faire. Ouais. Bon, merci. Ah ah! Pas d'énergie pour rien faire. Les grosses sont fatiguées, elles sont malades, elles sont pas bien. Alors, les grosses n'ont pas d'énergie. C'est vrai, c'est vrai. Bon. Les grosses sont beaucoup moins productives que les plus minces. Effectivement. J'ai hâte qu'on en parle. Ça vous a touché comment, Hugo? Vous? Ben, sûrement que ma mère a été moins présente qu'elle pourrait, je sais pas. C'est-à-dire? Ben, vu qu'elle fait faire moins d'activités, puis elle était moins productive. Et là, vous répétez mes propos. Ben, ça m'a pas tant Un affecté. piège que je vous ai tendu. Ce qui m'a plus affecté pendant mon enfance, c'était vraiment mon acné. Ma vie était plus centrée là-dessus. Hugo? Phénomène de déplacement. Oui, vous avez fait de l'acné, mais il y a des problèmes. Vous n'êtes pas une fille. Là. Qu'est-ce qui manquait à la maison? C'était quoi l'atmosphère à la maison?
de l'énergie, I guess, qui me manquait. Ouais. Ouais. L'atmosphère, votre géniteur, lui, Ben, mes parents sont séparés. Mon père, il est en forme, ma mère, elle l'est pas. attendez, séparés à quel âge? Vous aviez quel âge? Ben là, j'ai 19, là. Ah, quand Vos ils se sont parents? séparés, ils sont séparés depuis que j'ai 9 mois. Aïe, aïe. Le petit bébé? Ouais. Fait que moi, pour moi, ça a toujours été qu'ils sont séparés, là. Votre sœur n'est pas votre sœur, c'est une demi-sœur? Ouais, c'est une demi-sœur. Ben, j'ai juste un vrai frère, là. OK, vous avez un frère. Ouais, un vrai frère, ouais. Quel âge a-t-il? J'espère qu'il est plus vieux que vous. Ouais, il est plus vieux. Je pense. Il a 22. Est-ce qu'elle était obèse lorsqu'elle avait les bébés? Non. Non, elle était même en forme. Ah oui? Ouais. Elle est devenue obèse. Juste après les pour grossesses. savoir, dans votre famille, incluant là, les demi, là, est-ce que Ouais. vous avez une sœur, mais avez-vous d'autres sœurs aussi? Là? Ah, ouais. C'est Parce juste- que dans le fond, du bord à ma mère, j'ai 2 sœurs. Puis un demi-frère. Du bord à C'est mon. juste les filles qui sont obèses? Ouais. Attendez un peu. Là. Ça ressemble-tu à une mère qui engraisse ses filles, Doc? Attendez. Avant de. Parce que je suis mêlé, là. Vous avez 2 sœurs et une demi-sœur? Non. Ah non, j'ai 2 demi-sœurs. Bon, 2 demi-sœurs. Non, 3 demi-sœurs. Ben, 2 demi-sœurs du côté de ma mère, puis une demi-sœur du côté de mon père. OK. Votre père s'est reproduit après la séparation avec votre génitrice. Et votre génitrice s'est reproduite après séparation avec votre géniteur. Ouais. OK. Votre père en a eu une autre, puis votre mère en a eu 2 autres. Ben, mon père aussi, j'ai un demi-frère du côté de mon père. Fait que mon père, il en a eu 2 autres. OK. Puis un demi-frère aussi. Et vous avez un frère propre. Ouais. C'est tout qu'une patente. Ah ouais. Vous savez, c'est votre acné. C'est votre acné qui vous inquiétait ou qui vous concernait ou Ben, dans le temps, ouais. qui vous polarisait dans le temps. On pourrait en parler dans un autre épisode, là, mais Oui, go. on va se garder. Oui, on va tirer la chasse, là. On va Ça tirer sera la pas chasse. long. Oui. Oh! Et vous aviez quel âge lorsqu'elle est devenue obèse à 300 livres? À peu près. Mettons 8 ans. De 8 à 16 ans. 8 à 16 ans. Ça avait l'air de quoi l'atmosphère après la séparation? Vous avez grandi. Ben, dans le fond, elle s'est trouvé un autre chum. Puis là, Oui. ça allait bien, genre. Puis là, ben, il est Oui. mort d'un accident d'auto. Il s'est fait Oui. rentrer dedans par un camion. Puis là, ben. Ah, Puis là, je pense à commencer à être plus triste. Puis tout. Fait que ouais. c'est sûrement l'élément déclencheur. Ben, en tout cas, pas nécessairement. Vous savez que vous aviez un beau-père, puis il est décédé. Ben là, j'en ai encore un nouveau. Là. Mais ouais, avant, ouais, un autre. Non. Mais écoutez, il faut arrêter d'enculer. Il n'y a pas 20 des beaux-pères. Alors, vous êtes. Son dernier chum n'est pas nécessairement votre beau-père. Là. Il y a des limites à ça, ces niaiseries-là. Un beau-père, c'est quelqu'un qui est présent pendant que l'enfant grandit. Ah, ben lui actuel, il était présent. Là. Je peux pas dire qu'on De le quel âge contraire. à quel âge? Lui actuel, l'actuel? Je pense de. Peut-être ça, 8 à, justement, 8 à 16, ben, à 19, là. 8 à 19? Ouais. L'autre avant? Ah, c'est de Ah, bébé l'autre jusqu'à 8 avant, ans? ouais, l'autre, il Celui a qui pas est duré. décédé? Il n'a pas duré longtemps. Je pense qu'il a duré une couple de mois, peut-être 6 mois. OK, puis il est mort dans un accident d'auto. Ah, ouais. OK. Là c'est correct, vous me situez. Et votre géniteur, lui, il fait quoi dans la vie? Quel lien avez-vous avec lui? Mon beau-père ou mon père? Non, votre géniteur. Ok, ben lui, il Ça, est. c'est celui qui a copulé votre mère, puis dont le Oh. résultat est vous.
Oui, ouais. Celui qui vous a engendré. Lui, il est policier. Oui? Ouais. Racontez-nous. Racontez-nous les soins qu'il vous prodigue, la qualité de la relation qu'il entretient avec vous. Ben, je le vois pas souvent, là, parce que même quand j'étais jeune, je le voyais pas souvent. J'allais le voir aux 2 semaines, Oui. parce qu'il habitait à Montréal, puis c'est loin. Là, fait que il venait me chercher une fin de semaine sur 2, moi et mon frère. Oui. Et? Puis on mangeait bien, puis on faisait du sport, puis ouais. Ah oui? Ouais. Même qu'il il nous obligeait à aller dehors. Hein? Ouais. On était obligés d'aller dehors. Vous étiez obligé d'aller dehors, d'aller jouer dehors? Ouais. Ah ben! Ben, Vous me parlez d'un rétrograde. mon frère, il aimait pas ça, là. Mais Et qu'est-ce que vous faisiez dehors? ben, on jouait au hockey. Dégueulasse. Obliger des enfants à aller jouer au hockey dehors dans la rue. Puis vous vous amusiez dans la rue avec les voisins? Ouais, mais pas tout le temps. C'est vrai que des fois, c'était long, là. Ben oui. Des fois, quand il était pas là, on s'emmerdait un peu. Oh! Oh! Vous n'étiez pas vieux? Ah, il n'était pas là, puis vous envoyez jouer dehors? Ah, ben, des fois, il venait jouer, mais pas souvent, là. Ouais, c'est vrai. Oui, mais attendez un peu, là. Quand il n'était pas là, est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre? Ben non, juste moi et mon frère. Et il n'y avait pas de femme dans la maison? La belle-mère, non, elle restait en dedans. Pardon? La belle-mère, elle restait dans la maison. Oh oui, il y avait quelqu'un dans la maison? Ou bien elle allait jouer dehors, mais elle faisait rien que se coucher, là, puis se faire griller au soleil, là. Elle était pas vraiment active, là. Mais elle aime ça prendre des marches puis tout, là. Ouais. Vous savez, c'est la complexité des familles reconstituées. Les liens avec les demi-sœurs de mère, demi-sœurs de père, les liens dans tout ce bordel-là, ça a l'air de quoi maintenant? Ben, c'est sûr, je suis plus proche de mon frère, de mon vrai Oui, frère. oui, oui. Puis eux, ben, les demi, puis ben, c'est plus des extensions, hein, je sais pas. OK. Et à l'heure actuelle, la relation avec votre père. Mais comment se fait-il que votre père ne vous a pas récupéré? Avez-vous déjà manifesté l'intérêt d'aller vivre chez votre père? Lui, il a essayé de nous récupérer, là. Ben, il voulait que je vienne vivre chez lui, mais parce que là, j'avais 17 ans. Là, puis là, ben, ça m'importe peu maintenant, là, aller chez mes parents. Oui, oui. C'est plus... À 17 ans, il a voulu vous récupérer, mais auparavant, à 8, 9, 10 ans, Non, il n'a pas essayé. il n'a pas essayé. Est-ce que votre mère s'y serait opposée? Ouais, elle serait. C'est sûr qu'elle, comme à 17 ans, elle voulait pas, là. Est-ce qu'il y Mais a une rendu là, question c'est moi. d'argent? Est-ce qu'il y a une question Oui. d'argent là-dedans? À 17 ans, elle ne voulait pas? Il y avait encore une pension alimentaire? Ah ouais, c'est une question de pension, là, c'est sûr. Une question de pension? Ah ouais. Et les allocations familiales à chaque mois? Ah ouais, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr? Sûr à 100% que c'est ça. C'est sûr à 100 Ah ouais. Les amis, les abonnés, c'est pas toujours chic la motivation des adultes. Alors, quand on chiale après les enfants, il faudrait peut-être regarder des comportements inacceptables. Alors là, cette femme-là, si je comprends bien, elle avait 4 allocations familiales par mois. Est-ce que j'ai bien compris? Non, on en avait 2, moi et mon frère. Oui, puis ces deux filles. Ouais, mais elle est en couple avec mon beau-père, qu'elle a eu Oui, ses oui, enfants avec. elle a des allocations familiales quand même. De eux? Mais non, mais mon père, il donne pas de l'argent pour eux. Hugo, la pension alimentaire du parent séparé, c'est une chose. Les allocations familiales vont Ah, à ça, tous c'est les... le gouvernement, tu parles. Ah, ok, Oui. ok. Ah ouais, ouais, elle donne d'avoir. Ouais, ouais. Ben oui, elle en a 4. Ouais, ouais, ok. Elle n'était pas intéressée à en perdre 2, là. Non, Parce que si elle en perd 2, elle va aller au restaurant beaucoup moins souvent. c'est vrai, Elle va être obligée de cuisiner. effectivement. José, j'ai un problème avec ça.
c'est que faire des enfants pour faire grimper, grossir le chèque d'allocation familiale ou de la pension alimentaire, j'ai un sacré problème avec ça. Puis pour fermer la boucle, moi, j'ai le problème avec le fait que tous ces garçons, ils n'ont pas de surplus de poids, mais que ces filles en ont. Ça me dérange. Ouais, mais ça, c'est juste génétique. Là, je sais pas. Peut-être que les gars, ils bougent plus, c'est tout. On va se quitter là-dessus, Hugo. Merci beaucoup. Merci On d'avoir en parlera, appelé. on en parlera d'une autre émission, ça. Ben oui, libre, c'est libre. Bye-bye. Puis on a des réactions suite, parce que là, vous le savez maintenant, on prend des réactions. Alors, on a Homme 22 qui voulait réagir. Bonjour, Homme 22. Bonjour. Alexis, le réactionnaire. Allez-y. Ben, en fait, Hugo, il disait que les grosses, c'était bien vu dans la société d'aujourd'hui. Mais moi, je suis parfaitement d'accord avec cette affirmation-là. Puis je vais donner un exemple. Là. Ce que je trouve le plus aberrant, c'est qu'en pleine pandémie mondiale où il parle des fermetures, il laisse les restaurants ouverts pour la livraison, pour le take-out. Puis il déclare ça comme service essentiel. Mais pourquoi que c'est essentiel, les restaurants? C'est parce que les grosses, ils veulent pas se faire à manger, puis ils préfèrent payer. Ouais. C'est libre. C'est votre opinion. C'est ça que je pense. C'est sujet libre. Parce que, entre vous et moi, si les restos fermeraient, nous, on serait capable de se faire à manger, puis on serait capable de vivre. C'est pas essentiel à notre vie. Mais vous, attends, peux-tu me permettre, par exemple, OK? Premièrement, pour faire rouler l'économie, je pense qu'il faut qu'il en reste des commerces ouverts. Là. Puis deuxièmement, ceux qui vont dans un restaurant, c'est pas juste des gros, là, Alexis. Come on. Non, ben. Come on. Pour qu'on les déclare essentiels. Parce qu'on a fermé les magasins, mais on n'a pas fermé les restaurants. Ben, ni les SAQ, ni les. Voyons, ça s'appelle comment? Ce qui vendent du pot, là. Ça non plus. C'est ouvert encore, là, ma connaissance. Bon. Non, c'est pour ça que je voulais juste amener ce point-là. OK, merci beaucoup. Alexis, merci. On a Joanie qui voulait réagir aussi. Bonjour, Joanie. Bonjour. Joanie. Bonjour. C'est juste pour dire que j'ai tout le temps de la misère là, quand on parle des personnes en surpoids parce que dans mon cas à moi, j'étais toute petite quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, genre, puis je me faisais dire par ma belle-mère de rentrer mon ventre que j'étais grosse. Puis je sais pas, je le suis devenue en vieillissant beaucoup plus à cause que j'ai bu mes émotions puis j'ai mangé mes émotions que parce que je l'étais de base. Puis, ouais, j'ai pas... J'aimerais ça quand même qu'on garde en tête qu'il y a des façons de dire les choses aux gens, de façon pour les encourager, non pas pour qu'ils se sentent encore plus mal puis qu'ils aient envie de... Joanie. Oui. C'est quoi la façon de dire aux gens qui va les encourager? On vous écoute. Je sais pas. De un, je pense pas que ça m'organe le poids des autres. Non, mais vous dites qu'il y a une façon de dire aux grosses pour les encourager. Ben, je sais pas laquelle, mais je sais juste que comme dire à quelqu'un « Hey, t'es dégueulasse, tu pogneras jamais avec personne », c'est peut-être un petit peu... Moi, ça vient me chercher. Là. Parce que je me suis fait traiter de grosse depuis que je suis toute petite. Fait que je sais que pour plein de raisons différentes, on peut le devenir. Puis des fois, c'est causé justement par des douleurs profondes. Oui. Puis, tu sais, à place de dire à quelqu'un « Hey, t'es grosse, nanana », dis-y « Hey, veux-tu qu'on aille prendre une marche ensemble, prendre l'air? » T'es pas obligé de dire qu'elle est grosse, tu comprends ce que je veux dire? Comme d'être subtil, encourager la personne à sortir, à prendre l'air, à aller mieux. Joanie, est-ce qu'il est possible que vous rêviez un peu en couleur? Si vous dites à une femme qui est grosse
que ça fait partie de la diversité corporelle. Est-ce qu'elle va perdre du poids? Probablement que non. Si on empêche les personnes et on les traite de grossophobes, le moindrement qui passe des commentaires pour dire que les personnes obèses ne sont pas en santé, est-ce que vous trouvez que ça va aider les personnes obèses à perdre du poids? Moi, je pense qu'une personne qui ne veut pas maigrir ne le fera pas, peu importe ce qu'elle entend. Parce que ça part de ça. On a un problème collectif. Que ça plaise ou pas, là, on va avoir avantage à trouver une façon. Parce que dans les 20 prochaines années, ça va être le problème de santé numéro 1. Alors, que suggérez-vous ou quelle approche préconisez-vous? Il va falloir en trouver une, là. Parce que ça va coûter un bras. Ça coûte un bras? Oui. Moi, je me considère ronde, grosse, mais pas obèse. Tu sais, Oui. j'ai des... Mais j'ai commencé à 17 ans pour pouvoir m'habiller des magasins parce que c'était quasiment juste pour les X-Malls. Oui. Ben, Vous exagérez, mais quand même. Mais mettons, moyen. C'est beaucoup fait pour les femmes qui sont... Les beaux vêtements sont beaucoup faits pour les femmes qui sont plus minces. Définitivement. Vous avez raison là-dessus. C'est évident. Ça serait le fun, mettons, tu pèses 160, tu te trouves bien dans ton corps à 160 d'avoir des beaux vêtements à te mettre. Bien, écoutez, Joanie, 5 pieds 1, 160 livres. Vous êtes en surplus de poids drôlement. Je mesure 5 pieds. 5 pieds et 8 à 160 livres. Il n'y a pas de quoi écrire à sa belle-mère. N'est-ce pas? Mais ça dépend de la grandeur, c'est sûr. Là, mais... Oui, vous mesurez combien, Joanie? 5 pieds 5. 5 pieds 5 pouces. Vous pesez combien? Peut-être autour de 175-180. Oui, 175, 180. Alors, vous bordez l'obésité. Vous n'êtes pas juste ronde, là. Vous êtes grosse. Mais je l'ai dit, ça, que j'étais grosse, j'étais ronde. Non, vous avez dit que vous étiez ronde, que vous n'étiez pas obèse. Vous bordez l'obésité. Mais pour moi, obèse, c'est plus dans 200 passés, là. Mais... Oui, bien, vous êtes à 20 livres, là. Mais dans mon cas, je sais à quoi c'est dû. Je sais que c'est dû. J'ai commencé à boire de l'alcool à 17 ans, puis je buvais beaucoup d'alcool, puis l'alcool, ça fait grossir. Puis non, j'ai le regret de vous informer que votre thèse est fallacieuse. Qui vous a mis ça dans la tête? Vous pouvez juste me laisser terminer ce que j'allais dire, oui. puis après, vous allez pouvoir commenter. Puis, j'ai mis à moins bouger aussi, parce que, tu sais, à l'école, j'étais forcée de bouger, puis ça m'aidait. Mais rendu chez nous, quand j'ai terminé l'école, j'ai de moins en moins été sportive, puis j'étais plus dans des primes, ça aussi, ça ne m'a pas aidé. Fait que je suis capable de reconnaître les raisons de pourquoi j'ai pris du poids. Il y a des personnes... Oui, allez-y, continuez. Mais à 120 livres, au secondaire, je me trouvais grosse, puis je me voyais comme une femme de 300 livres. À 120 livres? Je me trouvais déjà grosse puis dégueulasse, là. Ouais, grosse et dégueulasse à 120 livres. Alors, c'est quoi le problème? Ça n'a rien à voir avec l'alcool, puis le fait de moins bouger, puis la déprime, là. Vous avez un problème de perception de votre corps solide. Mais c'est là où je voulais en venir, justement. Allez-y. C'est que la perception de soi, je crois que ça joue beaucoup sur la prise de poids ou sur la perte de poids parce que j'aurais pu virer anorexique. Oui. Joanie, c'était quoi le problème? Là, à 120 livres, grosse et dégoûtante. Vous aviez quel âge? J'avais 17 ans. À 17 ans. C'était quoi le problème? Là, chez nous, les théories, là, puis les rationalisations, c'était quoi le problème à 17 ans, quand vous pesiez 120 livres? Je m'aimais pas. Oui. C'était quoi le problème? Je m'aimais pas. C'était quoi votre problème? Qu'est-ce qui se passait autour de vous? Mais je vous l'ai dit tantôt, mais j'avais dit que je disais que je rationalisais quand je parlais que j'avais été... qu'on m'avait traité de grosse, qu'on m'avait dénigré, qu'on m'avait dit de rentrer mon ventre, qu'on m'avait dit... Oui, mais là, regardez,
rentrez votre ventre, là, vous étiez tout petit enfant. Avez-vous dit que je l'ai écrit? Oui, Tout à petit 4 ans. enfant, pas 17 ans. Mais non, Qu'est-ce qui s'est passé à 17 ans pour que vous deveniez dégoûté de votre corps à 120 livres? hmm. Vous ne me ferez Mais pas je coller l'ai- n'importe quoi ce matin, là. J'ai déjà dégoûté avant. Sauf qu'à 17 ans, j'étais plus laissée à moi-même là, aussi. Ah, allez-y, lâchez-vous. J'étais tout le temps en train de fuir la maison puis d'aller voir à quelque part. Ou, C'est-à-dire, mais j'étais plus bien. pas facile de voir son passé comme il a été. Mais je Qu'est-ce vous qui appelle. s'est passé à 17 ans pour que vous deveniez dégoûté avec une perception erronée de votre corps? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous en ai déjà un peu parlé. Allez-y. OK. Bon. Ben, c'est le fait que j'étais convoitée. Puis j'avais l'impression que. Je pense que c'était d'un côté les injures de ma belle-mère, puis d'un autre côté le fait que mon père me dise que mon géniteur me dise que je suis bien belle. Ça avait comme troublé ces deux extrêmes-là. Ouais. Et je pense que ça a un rapport là-dedans. Eh oui. Eh oui, continuez. Vous êtes sur une bonne piste, là. Alors, la bonne femme vous dénigre, vous traite de bedaine, puis le géniteur salive. Puis, ben, j'avais pas beaucoup de confiance en moi. Puis quand je sortais, je me trouvais pas attirante. Parce que les trucs qui venaient en tête, c'était soit que je suis dégueulasse, comme ma belle-mère me disait, ou soit que je suis genre juste un objet sexuel, mais je voulais valoir plus que ça, je pense. Fait que je buvais pour essayer d'assumer ma personnalité. Joanie, Rationniste. vous êtes intelligente, capable de rationaliser comme pas une. Alors, revenons sur le bonhomme. Ouais. Le bonhomme salivait. Concrètement, racontez-nous, donnez-nous des exemples. Plongez. Pouf! Ben, je commençais à avoir une poitrine, mais j'en ai pas beaucoup à cet âge-là, mais je commençais à avoir une poitrine. Oui. Puis, C'est pas ouais, une poitrine, parce qu'une poitrine, j'en avais une moi aussi. Vous aviez des seins sur la poitrine. des seins, oui. Oui. Ah, on va les appeler par leur nom. Gardez donc. Vous commencez à avoir des seins. Allez-y. Puis je commençais à me faire complimenter par rapport à ça, mais par mon géniteur. Oui, racontez les compliments qu'elle vous faisait sur vos seins. Et je m'excuse vraiment, Doc, mais il est midi et 5, fini, midi et ouais, 3, j'ai va falloir conclure bientôt. Parce que moi, j'ai un rendez-vous, là. Moi, je ne savais Oui, pas OK. que vous continuer de même. Oh non, excusez-moi, j'avais perdu. Joanie? J'appellerai demain, ou bien? José, est-ce qu'on peut la mettre prioritaire? Dès demain. Et Joanie, je suis sincèrement désolée, puis non, c'est ça. J'ai un live à faire sur Oui, Facebook. oui. OK. Écoutez, je n'ai pas surveillé l'heure. José, je m'en excuse, là, j'ai perdu la notion du temps. J'étais dans ma tête puis sur les seins de Joanie. Mais Joanie, levez la main demain, puis on commencera par vous. OK. Ciao, ciao. Merci. OK. Mais le sachant, là, je ne programmerai plus rien avant midi et demi. Fait que c'est bien correct. Donc, merci tout le monde. Merci d'avoir été là. Et Jean-Rémy me dit qu'il y avait déjà des commandes de commencer pour les T-shirts et tasses. Vous allez sur la page Facebook Le Doc Mayou et José sur le groupe. Le Doc Mayou et José, le lien pour commander est là. Et on se dit à demain. Bye tout le monde.